Hop. Partager l'écran. Et comme d'habitude, on va faire demander l'assistance des bons esprits pour cette réunion d'études que nous avons aujourd'hui. Souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants. Et donc, pour remercier pour cette occasion d'être réunis, de pouvoir étudier quelques aspects de ces lois naturelles qui gouvernent le monde visible, matériel et aussi le monde invisible, et que ces leçons puissent nous être utiles pour notre travail, pour essayer de devenir un peu meilleur chaque jour, qu'elles puissent aussi nous aider à surmonter les difficultés naturelles du quotidien, qu'elles puissent être utiles également pour les esprits qui pourraient suivre cette séance aujourd'hui avec nous. Voilà. Je vous montre le programme. J'espère que vous le voyez à l'écran. Donc, nous sommes aujourd'hui le 16. Vous avez vu que dans les lois divines ou naturelles, on a déjà vu la loi du progrès, la loi de société, la loi du travail, la loi de destruction, la loi de conservation. La semaine dernière, c'était la loi d'égalité. Aujourd'hui, on va voir la loi de reproduction. C'est donc mariage et célibat, obstacle à la reproduction, et on verra aussi la question de l'avortement. Alors, il y a Jackie. Il faut que j'affiche les fenêtres pour voir. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, la loi de reproduction. Alors, Sandrine et Stéphane, je ne sais pas s'ils nous entendent. Je vois qu'il y avait écrit connexion à l'audio. Non, ils ont un petit problème, visiblement, ils vont changer d'ordi. D'accord. OK. Donc, si je remettrai enfin voilà, s'ils n'ont pas le fascicule, qu'on n'a d'ailleurs pas encore imprimé, je pourrais trouver un moyen de leur envoyer. Ils ont écrit un mail, donc je pourrais leur répondre. Voilà, donc c'est la loi de reproduction. Reproduction qui est une loi pour permettre la perpétuation des espèces. Donc, la loi de reproduction, c'est une loi naturelle et donc il peut y avoir des infractions. C'est vrai que le mot infraction, il est un peu dur, mais on peut effectivement y mettre parfois des obstacles et puis on va voir s'il y a des conséquences physiques ou morales. Bonjour Jackie, donc à la reproduction. Alors, il y a la première question, c'est le mariage et le célibat. Donc, on va expliquer quelle est la vision du mariage et du célibat selon le spiritisme, la philosophie spirit. On va aussi expliquer pourquoi la monogamie est une loi de la nature, comparée à la polygamie qui se pratique de moins en moins, mais qui existe encore dans certains pays. On va réfléchir sur les inconvénients de l'abolition et de la dissolution du mariage. On va aussi analyser à la lumière du spiritisme l'utilisation des contraceptifs pour le planning familial. Et on verra aussi, pour terminer, la question de l'avortement sous l'optique spirit, en citant les conséquences physiques et spirituelles que peut avoir l'avortement. D'accord. Donc, pour commencer, c'est un beau programme. À la question 696, en commentaire donc dans le livre des esprits, Kardec nous explique que l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. Le mariage est un des premiers actes du progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses.
Donc, effectivement, l'union libre et fortuite des sexes, c'est ce qu'on trouve dans le règne animal et encore. Hein, il y a certaines espèces d'animaux, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je sais que, par exemple, les manchots ou les canards, par exemple, sont les couples en fait, qui se forment, voilà, ils sont très fidèles. Donc, même cette union libre et fortuite des sexes n'existe pas chez certaines espèces d'animaux. Hein. Donc, ça, c'est l'état de nature, c'est-à-dire l'état primitif, disons. Hein. Et le mariage, donc, il le cite comme un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines. Hein. Et pourquoi? Ben, parce que le mariage, comme on le verra, c'est une cellule de base hein, qui nous sert de plateforme pour développer comment dire, la fraternité, comme il dit, la solidarité fraternelle, l'amour du prochain. C'est en famille qu'on apprend en fait à vivre en société. Donc la société d'abord est réduite à la famille, mais avec le temps, elle va s'élargir à toute l'humanité. Voilà. Donc c'est en ce sens que la famille est aussi considérée comme un acte de progrès. D'accord? Donc c'est ce que nous dit Alan Kardec. Il dit aussi que ben, la notion de mariage, elle existe qu'on aille d'Orient en Occident, même chez des tribus indigènes, où qu'on aille, eh ben, il y a, comment dire, des foyers qui se constituent. Hein. Donc, le fait que cette institution du mariage existe un peu partout, hein, même s'il y a des exceptions, ça prouve bien que c'est quelque chose qui vient de façon innée en l'être humain. Donc, une des étapes qui lui sert donc à sa progression. D'accord? Alors, après, bon, il y a des cas où les personnes restent dans le célibat pendant toute leur vie. Les personnes ne se marient pas. Et il y a beaucoup d'exemples. Hein. On peut citer, dans le milieu spirit, on peut citer par Léon Denis, hein, qui ne s'est pas marié. Après, si on va un peu plus large, on peut citer Jésus, qui ne s'est pas marié. Kardec, lui, s'était marié hein, avec Amélie Boudet, hein, mais voilà, on a quelques exemples de personnes qui sont restées célibataires. Alors, qu'est-ce qui motive le célibat? Parfois, c'est un acte d'égoïsme. Moi, j'ai un collègue avec que j'ai longtemps côtoyé. Hein, lui, c'était, comment dire, il avait un fond c'était un peu ça qui le motivait, hein, du genre les bonnes femmes, c'est pas câblé pareil. Enfin bon, il faisait des affirmations comme ça un peu dures. Et puis, en fait, il préférait rester seul et tranquille et faire ce qu'il veut plutôt que de s'engager, etc. Hein, il était quand même marié un moment, il avait une fille, donc il s'en occupait quand même plus ou moins. Enfin voilà. Donc là, on voit derrière l'attitude qu'il y a quelque part un peu d'égoïsme. Hein. Le célibat peut aussi se traduire comme un acte de bienveillance. Hein. Pourquoi est-ce que Léon Denis ne s'est pas marié? Alors, il y a d'autres exemples qui me viennent. C'est vrai que c'est dans le mouvement spirit. Chico Xavier n'était pas marié. Divaldo Franco n'était pas marié non plus. Et eux, qu'est-ce qui les a motivés? Ce n'était pas l'égoïsme, c'était pour pouvoir mieux se consacrer, donc soit à leurs parents. Hein. C'était un peu le cas de Léon Denis au début. Hein. Ils devaient prendre soin des parents. Ils ne pouvaient pas les laisser tout seuls puisqu'ils avaient des conditions de retraite, entre guillemets, très, très modestes. Je connais une autre personne, pareil, qui n'est pas spirit, qui est restée célibataire aussi toute sa vie pour, comment dire, assister ses parents, hein, aider ses parents. Donc là, on voit que ce n'est pas de l'égoïsme qui les motive, mais c'est plutôt de la bienveillance. Ou alors, comme Léon Denis aussi, c'est-à-dire ou Jésus, ou Chico Xavier, ou Divaldo, c'est pour mieux pouvoir se consacrer à une tâche ou à une mission. Hein. Donc, donc quand on voit cette motivation-là, c'est plutôt dans le cadre de la bienveillance. Voilà. Et
Toujours Kardec, dans un commentaire à la question 699, il nous dit: mais si le célibat par lui-même n'est pas un état méritoire, il n'en est pas même de même lorsqu'il constitue par la renonciation aux joies de la famille un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Donc, c'est exactement ce qu'on disait. Alors, la question du célibat, on peut l'envisager aussi sous d'autres aspects. C'est le célibat des prêtres, par exemple. Bon, celui-là, il est, entre guillemets, il leur est imposé, hein, par certaines religions, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément une bonne chose, puisque il y a eu pas mal de dérapages. Voilà, il y a la chanson d'Annie Cordy, La bonne du curé, que tout le monde connaît, je pense. Hein. C'est un peu contre nature, hein, dans ce cas-là. On peut voir, et puis, comment dire, comment est-ce qu'un prêtre peut parler ou donner des conseils à un couple pour des problèmes de couple alors que lui-même n'en a pas l'expérience, hein. Et on peut soulever pas mal de questionnements et d'objections par rapport à cette situation, hein. Et ensuite, l'autre exemple qu'on peut citer, ce sont les personnes qui vont dans des monastères ou dans des couvents, hein. Alors là encore, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la motivation, comme il le dit Kardec. Est-ce que la motivation, c'est d'échapper aux épreuves de la société, de s'isoler, de se mettre un peu dans un cocon, voilà, donc ça, c'est pas forcément une motivation très bienveillante. On peut même parfois y voir un peu d'égoïsme, hein, des personnes qui fuient à des tâches ou à des missions. Mais d'un autre côté, bon, on ne peut pas non plus condamner cette situation, puisqu'il y a des personnes qui font ça de façon sincère pour pouvoir mieux se dévouer à la vie du monastère, à la prière, à la méditation, etc. Voilà. Donc on peut avoir besoin, hein, comme avec la réincarnation, dans une vie ou dans l'autre, un moment de repos. Enfin, pas de repos, parce que ça voudrait dire que la famille, c'est pas du repos. C'est pas le cas, mais un moment d'isolement, disons, pour pouvoir méditer. Voilà. Après, donc ça, c'est pour le mariage. Après, on va passer au cas de la polygamie ou de la monogamie. Donc, c'est traité toujours dans le livre des esprits, question 701. Donc, où Kardec demande laquelle des deux, la polygamie ou la monogamie, est la plus conforme à la loi de la nature, à la loi de nature. Réponse: la polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Donc, les esprits sont clairs. La polygamie, ce n'est pas quelque chose de correct. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. Alors, les esprits, là, sont peut-être un peu catégoriques. Je pense que ça doit être quand même la majorité des cas de polygamie, mais peut-être pas forcément tous. Maintenant, l'autre argument contre la polygamie, c'est le suivant, hein, toujours le commentaire d'Alan Kardec, qui nous dit: si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. D'accord? Donc, ce qui est clair, c'est que si un homme, par exemple, a plusieurs femmes, comme il y a autant de femmes que d'hommes pratiquement, hein, qui naissent quotidiennement, eh ben forcément, il n'y aura pas assez de femmes pour tous les hommes. On est bien d'accord. Donc, voilà, la polygamie, sous cet angle-là, elle est plutôt vue comme un abus ou comme un privilège que s'accordent certains au détriment de certains autres, hein. Donc, ça ne peut pas être une loi de nature, puisque le fait qu'il y ait numériquement autant de garçons que de filles qui naissent va dans le sens contraire. D'accord? Voilà. Donc, je pense que la polygamie, c'est relativement clair, hein. Les esprits avaient déjà ces positions assez tranchées à l'époque.
Quand on parle maintenant de l'abolition du mariage, hein, donc toujours en commentaire à la question 696, Kardec nous dit que ce serait le retour à l'enfance de l'humanité et ça placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'abolition du mariage, c'est revenir à l'état de nature, à l'état primitif. Hein, c'est revenir en arrière par rapport à ce pas d'évolution qui a été donné. Hein. Surtout, on le répète, hein, si c'est motivé par de l'égoïsme. On sait très bien que l'avenir, c'est pas dans l'égoïsme, c'est dans la fraternité. L'avenir durable, hein, c'est dans ces questions de fraternité. Alors aujourd'hui, là, on peut effectivement aller plus loin. La question du divorce, alors je me rappelle plus si on le voit. Non, on ne le voit pas, mais bon, on peut parler aussi du divorce sous cet aspect-là. Et donc, la philosophie spirit n'est pas contre le divorce. Hein. Quand une union ne va pas, quand il n'y a pas... le but de la famille, c'est quoi? C'est d'aider les humains à la fraternité, à la solidarité, à l'amour du prochain. D'accord? Si dans un couple, ça ne va pas du tout, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de solidarité, pas de fraternité, le divorce, c'est uniquement séparer officiellement, entre guillemets, ce qui est déjà séparé de fait. Hein. Pareil, quand vous avez des cas de maltraitance, de violence conjugale et des choses comme ça, bon, il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents ou des blessés, voire même des morts. Voilà, le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce. Par contre, si la motivation est essentiellement matérialiste, hein, donc, et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, hein, il y a beaucoup plus de divorces qu'il y a encore quelques décennies. Et souvent, les divorces, c'est par convenance, c'est même avec un accord mutuel entre les conjoints. Hein. Et donc, vous avez énormément de familles recomposées, puisque souvent, il y a des enfants. Les enfants, bon, il y en a qui souffrent quand même des séparations des parents. Hein. Moi, j'ai connu des enfants qui se sont malheureusement suicidés à cause de séparation de leurs parents. Ce sont des situations qui sont quand même assez complexes et difficiles. Donc, si c'est vraiment par convenance ou par intérêt purement matériel, c'est pareil. C'est les personnes qui ont des intérêts purement matériels et qui oublient complètement cette loi d'amour, de fraternité, de solidarité, ne sont pas forcément sur la bonne voie. Hein, et peuvent prendre des décisions, effectivement, qui peuvent porter préjudice à d'autres membres de la famille, comme c'est le cas des enfants. Donc, il faut bien y réfléchir, hein, même si là, voilà, il y a la loi de liberté qu'on avait vue précédemment qui est là, qui s'applique. Voilà, le divorce, dans les cas qui sont vraiment justifiés, hein, le spiritisme n'est pas contre. D'accord? Voilà. Après, question 693. Tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Donc, c'est une phrase un peu générale, ça. Hein. Mais là, on va entrer donc, pour introduire le sujet de la contraception et de l'avortement. Donc, la contraception, c'est toujours cette question 693. Kardec a posé la question si c'est légitime de faire le planning familial. Hein. Et puis les esprits, voilà la réponse qu'ils donnent. Hein. On va la lire, on va la commenter après. Dieu a donné à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Vous voyez, c'est déjà, tout est toujours dans user et abuser. Il faut trouver la juste limite. Il peut régler la reproduction selon les besoins. D'accord? Donc là, clairement, oui, la contraception, c'est quelque chose qui est légitime. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. On verra pourquoi. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature. Et c'est encore ce qui le distingue des animaux parce qu'il le fait avec connaissance de cause.
Mais les animaux eux-mêmes concourent aussi à cet équilibre, car l'instinct de destruction qui leur a été donné fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Donc, c'est là où on voit que ben, pour le maintien de l'équilibre de certains écosystèmes, l'action, ou même pour limiter la population humaine, ce qu'on voit d'ailleurs très bien, c'est que quand on regarde les courbes de la population mondiale, on voit que c'était très plat jusqu'au 18e, 19e siècle. Là, ça a commencé à monter exponentiellement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où l'augmentation en pourcentage a déjà passé son maximum, mais c'est déjà en train de s'aplatir un petit peu. C'est-à-dire que l'augmentation de la population, elle freine déjà un peu toute seule, un peu naturellement. Et c'est pas encore c'est bien sûr très variable selon les pays. En Europe, comment dire, c'est pas vraiment une augmentation de la population qu'on voit, c'est plutôt une stagnation, voire même une régression, quoi. Si la population augmente, c'est uniquement grâce à l'immigration. Ben, il y a d'autres pays où effectivement le taux de natalité est encore très fort. Quand on prend par exemple le Brésil, je me souviens quand j'étais là-bas, il y avait plus de 3, voire même 4 enfants par couple. Et puis aujourd'hui, ils sont tombés en dessous de 3. Donc, c'est un pays dans lequel on a vu que, voilà, avec le développement, cette intelligence pour le planning familial, etc., elle est effectivement exercée. Donc, ça prouve ce qu'ils disent. Alors que chez nous, mes grands-parents, ils étaient tous pas loin de 10 frères et sœurs dans leur famille. Et à l'époque, c'était nécessaire parce que il y avait les champs, il fallait de la main-d'œuvre pour travailler, etc. Il y avait des nécessités qui étaient un peu différentes d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qui explique pourquoi la natalité était plus forte et s'est considérablement réduite, notamment après la Deuxième Guerre mondiale dans notre pays. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est légitime quand on en use, mais pas quand on en abuse. Si, là encore, un couple ne veut pas d'enfants pour pouvoir avoir des plaisirs, voyager, profiter de la vie, etc., vous voyez, c'est toujours la motivation qui compte. C'est toujours la motivation qui compte. Par contre, donc, il peut, si il entrave sans nécessité, il peut y avoir des inconvénients à ça. Oui, Christophe? Vu que on sait qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une régulation qui est faite automatiquement? C'est-à-dire que on sait qu'il y a plusieurs planètes d'expiation, donc est-ce qu'il n'y a pas une régulation à se dire, tiens, là, ils sont un petit peu trop nombreux, on va l'envoyer par là-bas, on va l'envoyer par là-bas, de manière à, parce que des esprits, on sait qu'il y en a plus de 7 milliards, il y en a bien plus que ça, donc est-ce qu'il n'y a pas une régulation qui sont faites sur d'autres planètes? Oui, donc effectivement, avec la pluralité des mondes habités, il peut y avoir des transmigrations, comme on dit, des esprits qui viennent se réincarner sur la Terre provenant d'une autre planète, ou dans l'autre sens, donc des esprits qui cessent de venir s'incarner sur la Terre pour aller s'incarner sur une autre planète. Donc, soit d'un niveau égal, soit d'un niveau inférieur, ou soit d'un niveau supérieur pour les esprits qui ont progressé. Mais là encore, faudrait qu'on fasse quelques petits calculs mathématiques aujourd'hui. Je vous disais, au milieu du XVIIIe siècle, il y avait 1,3 milliard d'humains dans le monde. Quand moi je suis né en 1960, il y en avait 3,5 milliards. Et aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. D'accord? Donc, quand on regarde par rapport à 1 milliard en gros et 8 milliards, d'où ils sont venus tous ces esprits qui se sont réincarnés? Donc, il y a une information qui était venue, alors c'est encore une autre information à prendre avec des pincettes, mais qu'il faut considérer dans cette balance.
aux alentours de 1960, hein, il y a l'esprit d'Emmanuel par Chico Xavier qui avait dit qu'il y a environ 21 ou enfin un peu plus de 20 milliards d'esprits qui sont ici près de la planète. Donc, c'était 20 milliards d'esprits pour 3 milliards incarnés, d'accord? Donc, il y avait un facteur 7 hein, entre les incarnés et les désincarnés et le total des esprits. Donc, ça veut dire que si vous voulez, il y avait à peu près 2 fois plus d'esprits désincarnés que d'esprits incarnés. Si on conserve ce ratio aujourd'hui qu'on est 8 milliards, ça voudrait dire qu'il devrait y en avoir… attendez, non, je me suis trompé dans mes calculs. Donc, entre 3 milliards d'incarnés et 21 milliards, donc il y en avait 6 fois plus de désincarnés que de réincarnés. D'accord? Si aujourd'hui on est 8 milliards et qu'on garde ce facteur 6, ça voudrait dire qu'il faudrait 50 milliards d'esprits. Donc de 21 milliards, on est bien passé à 50 milliards, donc il y a bien 30 milliards d'esprits qui sont venus d'ailleurs. Vous voyez le genre de raisonnement qu'on peut faire. Après, il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein. C'est l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation. S'il est en moyenne de 100 ans, hein, ou s'il se réduit, par exemple, si c'est en moyenne de 20 ans, hein, ben forcément, le nombre d'esprits incarnés, ce ratio de 6 va légèrement diminuer. On est bien d'accord. Hein. Mais en tout état de cause, quand on fait ces calculs et quand on observe ce qui se passe sur la Terre, on se rend compte que il y a forcément des esprits qui sont venus d'ailleurs vers ici. Après, on peut se poser la question, mais est-ce que ces esprits sont venus plutôt d'une planète plus évoluée que la Terre ou plutôt d'une planète moins évoluée que la Terre? Donc, il suffit de regarder autour de nous, hein, de regarder tout ce qui se passe ici. Bon, si c'était vraiment des esprits plus évolués que nous, qui seraient venus de mondes plus évolués, ben, je pense qu'on l'aurait vu. Hein. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qu'on peut éventuellement voir de l'évolution individuelle, hein, l'évolution collective de la société, il a l'air quand même un peu plus lent. D'accord? Hein, et Léon Denis le dit dans Socialisme et spiritisme, me semble-t-il. Il a demandé aux esprits pourquoi l'évolution de la société est si lente par rapport à l'évolution parfois de certains individus qui, dans une vie, arrivent quand même à progresser de façon significative. Et les esprits, déjà à l'époque, lui avaient répondu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui viennent justement de planètes un peu inférieures à la Terre. Et c'est ça qui ralentit l'évolution globale de la planète. Donc, vous voyez, il y a plein. C'est une question qui est assez passionnante, hein, sur laquelle il faudrait effectivement faire quelques études, des réflexions statistiques et autres, pour pouvoir essayer de comprendre, hein, pour comprendre un peu mieux tout ce qui se passe. Et effectivement, qui c'est qui régule le flux ou le débit, la quantité d'esprits qui viennent de planètes plus évoluées vers la Terre et ceux qui viennent d'une planète moins évoluée? Eh ben on peut penser que le monde spirituel y est quand même pour beaucoup. Hein. Donc, c'est eux qui, quelque part, ont les manettes. Hein. Et dans des informations un peu plus récentes qui viennent de Divaldo, alors j'ai toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Moi, les informations d'Emmanuel, de Divaldo, même de Kardec ou d'autres, il faut les prendre comme des informations, mais qu'il faut vérifier dans le contexte global, hein, qu'il faut analyser, qu'il ne faut jamais prendre comme ça à la lettre sans réfléchir. Divaldo, lui, dit qu'aujourd'hui, les vannes sont pleines ouvertes, hein, que tous les esprits qui veulent se réincarner sur la Terre sont autorisés, entre guillemets, à le faire. Et il y en a même qui disent qu'en ce moment, les esprits font la queue pour se réincarner. D'accord? Il y a beaucoup d'esprits qui voudraient se réincarner, mais il n'y a pas assez de naissances par rapport au nombre d'esprits qui voudraient se réincarner. D'accord? Alors, si on prend cette hypothèse comme étant plausible, hein, si on réfléchit sur la base de cette hypothèse, on peut trouver justement, les inconvénients d'entraver la reproduction sans nécessité. Hein. Et quand on était jeune couple, hein, moi-même, hein, quand on a eu quelques soucis de perturbations spirituelles,
la première fois qu'on est venu dans un groupe spirit, la personne qui nous a reçus là-bas, une des premières questions qu'il nous a posées, et ça m'avait surpris, c'était est-ce que vous utilisez la contraception? En gros, est-ce que vous faites obstacle à la reproduction? Et par après, quand on lui a posé, on lui a demandé, mais pourquoi vous dites ça? Ben, il dit que, vous savez, si avant de vous réincarner, vous avez promis à certains esprits de les recevoir comme enfants et que par la contraception, vous retardez leur venue, ben, il y a des moments, ils viennent frapper à la porte de façon un peu plus intense pour nous rappeler les engagements qu'on avait pris. Et ça peut être une cause de perturbation spirituelle, vous voyez. Et donc, c'est là où on voit, par ce genre de raisonnement, pourquoi, effectivement, il ne faut pas abuser, hein, il ne faut pas entraver sans nécessité cette reproduction. Parce que, surtout dans le contexte actuel, où apparemment c'est un petit peu plus tendu, hein, où il y a beaucoup d'esprits qui voudraient se réincarner, mais il y a moins, comme la natalité baisse, ils ont plus de mal à trouver, entre guillemets, où se réincarner. D'accord? Donc ça fait partie, alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais il faut en tenir compte, hein, ça peut être des facteurs qui jouent. D'accord? Toujours dans cette question d'équilibre. Alors maintenant, on peut effectivement légitimement se poser la question, est-ce que la Terre peut supporter 8 milliards, voire même 10 milliards, ou hein, selon les projections, on peut arriver à 20 milliards, hein, les projections les plus hautes, ou alors les projections démographiques basses qui sont faites en ce moment montrent que on va encore augmenter jusqu'à 10 milliards, peut-être un peu plus, mais qu'ensuite ça va se stabiliser, voire la population même mondiale va même décroître. Est-ce que les ressources de la planète sont suffisantes pour pourvoir aux besoins de 10 milliards ou de 20 milliards d'individus? Ça, c'est une autre question. Vincent? Ouais, j'avais juste une remarque à faire. La doctrine quand même d'Alan Kardec est quand même un petit peu datée, hein. Par exemple, dans son espace et dans son temps, les femmes, par exemple, pouvaient vivre libres de façon célibataire, mais il n'y avait pas de couple non marié et qu'il y avait des enfants. Oui, c'est vrai. Donc, Alors, la question n'est pas du tout abordée, par exemple. Ça. Alors, si elle est abordée par le fait que quand on demande, suivant la philosophie spirit, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est de nous exercer à l'amour du prochain. D'accord? Donc, l'amour du prochain peut très bien s'exercer dans un couple marié ou non marié. Et ça va même beaucoup plus loin. L'amour peut très bien s'exercer dans un couple homosexuel, lesbienne ou autre. D'accord? Donc, là, la philosophie spirit, c'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup de ça de façon explicite, mais si on part de ce principe hein, que c'est la loi d'amour qui compte, ben voilà. Après, il y a le fait d'être marié ou pas, d'être, comment dire, 2 hommes ou 2 femmes, même à la limite l'adoption des enfants par des couples homosexuels, le spiritisme n'a rien contre, hein, puisque quand on regarde, ben, on voit les statistiques montrent que enfin, il y a des enfants de couples homosexuels qui sont beaucoup plus aimés que des enfants de couples hétérosexuels. L'essentiel, c'est dans la loi d'amour. Et même d'autres aspects du genre, est-ce que les enfants d'un couple homosexuel ont plus de probabilité d'être eux-mêmes homosexuels? Ben, c'est non. Les études statistiques montrent que ben, le pourcentage, c'est le même, hein, que ce soit des enfants issus d'un couple homosexuel ou hétérosexuel. Et je connais aussi des exemples qui se sont vraiment très, très bien passés. Donc, de ce côté-là, hein, l'essentiel, encore une fois, c'est la motivation, c'est la loi d'amour. Est-ce que tu as des retours de médiumnique par rapport à ça? Je réfléchis, ça me dit rien récemment, mais c'est une bonne question. Hein. On va la poser maintenant à nos guides spirituels pour dire, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas nous donner, nous faire venir quelques esprits pour nous témoigner sur ces questions-là?
Mais bon, l'analyse, elle est claire. Hein. Quand tu pars de l'analyse de la loi d'amour, ben, je pense qu'on ne se trompe pas. Non, oui, Christophe? Normalement, d'après ce qu'on sait, on dessine quand même notre scénario de vie avant de s'incarner. Oui, Donc, logiquement, la personne avec qui tu vas te marier, c'est déjà un contrat qui est déjà signé là-haut, on va dire, quelque part. oui, Et que même les mariages qui se passent mal, très mal, c'est parce que peut-être qu'on a des choses à expier et que grâce à ces unions, on va dire, d'infortune, ça nous permet d'avancer aussi. Alors, pour certains, ça peut être, comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est les femmes qui se font battre, ou on peut avoir le pervers narcissique aussi, qui va énormément embêter son conjoint ou sa conjointe. Donc, tout ça, oui, ce sont des épreuves. Et puis, une fois que l'épreuve est peut-être passée, qu'on a compris, effectivement, alors il y en a qui peuvent finir dans le célibat parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils ne veulent pas se réinvestir dans un nouveau couple, oui. ou aussi ne plus se marier. Donc, comme l'a dit Vincent, c'est justement, il y a de plus en plus de gens qui ne se marient plus, donc, mais qui vivent ensemble sans se marier. Donc, ça fausse un petit peu aussi les calculs. Donc, donc bon, à la base, ma question, c'était quand même, normalement, une union se décide avant de venir, Oui. logiquement. Donc, si on doit subir ou ne pas subir, vivre dans l'amour ou pas dans l'amour, finalement, c'est un contrat d'âme du départ. Ça dépend du couple, hein, du mari et de la femme. Parce que, effectivement, comme tu le dis, tu as tout à fait raison, Christophe, c'est la personne avec qui on se marie, ben, c'est programmé, c'est souvent décidé à l'avance, et pour différentes raisons, d'accord? Donc, c'est là où il faut analyser les raisons qui poussent deux esprits à s'engager avant de se réincarner, hein, même, de s'unir plus tard. Hein. Et une des raisons, c'est parce que ce sont des esprits qui ont des affinités l'un avec l'autre, qui veulent réaliser une mission, construire quelque chose ensemble, élever des enfants, aider d'autres esprits qui viennent comme leurs enfants ensemble, etc. Donc ça, ce sont les couples qui, entre guillemets, marchent bien. Mais il peut y avoir d'autres motivations à cette union. Hein. Des personnes qui se marient peuvent être des personnes qui n'ont pas forcément toute cette affinité entre eux et qui s'unissent plus pour essayer de réparer, de pardonner des torts qu'ils ont pu ou des inimitiés du passé. Et là, effectivement, ça peut se passer plus ou moins mal. Hein, et ça dépendra de chacun des deux, des efforts qu'ils font justement pour aller dans ce sens du pardon, de la réconciliation. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et la même chose se produit avec les enfants. Hein. Les enfants qui viennent se réincarner dans une famille, là aussi, c'est souvent agréé, entre guillemets, hein, d'un commun accord dans le plan spirituel. Et on peut avoir aussi les deux cas. Hein. Le cas de l'enfant qui vient parce qu'il a des affinités avec les parents, donc là, ça se passera bien. Et on peut avoir aussi l'enfant qui pouvait être un ennemi du père ou de la mère, voire l'avoir trucidé dans une vie passée, etc., pour essayer de faire de sorte que l'instinct maternel et paternel de voir ce petit être, sans bien sûr qu'on se rappelle, hein, on oublie, on garde pas la mémoire de ce genre de choses, hein, parce que sinon, ce serait pas vivable. Hein, on pourrait pas, tu pourrais pas vivre, ce serait très difficile d'élever un enfant en sachant que c'est quelqu'un qui t'a assassiné dans une vie passée, tu vois. Mais le fait de l'oublier, le fait de voir ce petit être, l'instinct paternel, maternel, la personne qui s'occupe bien de cet enfant, etc., peut être un facteur déterminant pour le pardon et la réconciliation entre ces esprits. Mais là encore, il y a des fois où ça se passe mal. Il y a des enfants qui sont rejetés, ou il y a des enfants qui sont extrêmement ingrats vis-à-vis de leurs parents. Et ça, ça dépend là encore de chaque esprit. Est-ce qu'il saisit vraiment l'opportunité qu'il a de pouvoir évoluer, pardonner, réparer ou pas, hein, puisque chacun garde son libre arbitre. Mais la famille peut aussi servir à ça, hein, à réconcilier des esprits qui s'en veulent les uns les autres des vies passées. Alors, Mais, Michel, tu avais levé la main? pardon.
Oui, c'était parce que je trouvais que la question de Vincent était vraiment très, très intéressante. Et c'est vrai que parfois, euh, les questions peuvent être un peu posées à l'ancienne. Et c'est pour ça que j'ai mis dans la marge la question 695 du livre des esprits, parce Oui, qu'en fait, il définit ce qu'il veut dire par le mariage. Question 695, c'est le mariage, c'est-à-dire l'union permanente de deux êtres. Donc, il n'y a pas simplement que le mariage en tant qu'institution, ça veut dire oui, l'union permanente de deux êtres. tout C'est à pour ça fait. que le livre des esprits, en fait, euh, parfois ce sont les questions qui peuvent sembler un petit peu vieillottes, mais les réponses peuvent être super modernes. Et parfois, même la question, si elle peut sembler un peu vieillotte, il y a toujours à côté quelque chose qui nous replace dans la vie actuelle. Et et c'est dans le détail, en fait. Et c'est pour ça que dans le détail, là, on trouve, ben oui, c'est l'union permanente de deux Oui, êtres, qu'ils soient mariés ou non, d'ailleurs. Voilà. tu fais bien de... Mariés au sens, mariés au sens religieux, au sens républicain du terme. Voilà. Et il dit Michel, deux êtres, hein. Il dit pas mhm, d'un homme et d'une femme, hein. C'est ouais. ça, Mi- exactement. C'est pour ça que c'est, en fait, si on va dans le détail, je trouve que c'est super, enfin, c'est d'actualité. Voilà. Michel et Charles, moi j'aurais Oui, tendance à dire qu'on a eu des amours tout au long des incarnations, pas Oui, forcément avec les mêmes personnes. tout à fait, ouais. oui, Donc le but de l'amour, c'est aussi de progresser spirituellement. Oui, oui, Et si le progrès spirituel n'est plus possible avec la personne, il y a aussi, l'amour voudrait que on permette à la personne à qui on était marié de reprendre sa liberté pour progresser spirituellement avec d'autres personnes. tout à oui. fait. C'est pas une exclusivité. On le voit bien, par exemple, dans Nos Solars. La fin du film explique bien que il doit Oui, accepter que sa femme s'est remariée oui, absolument. et non seulement il l'accepte, mais il l'aide à ce que la personne qui accompagne sa femme ne meure pas. Absolument. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il aime sa femme. Tout à S'il fait. aime sa femme, il ne veut pas la condamner à rester pour le restant de sa vie célibataire, hein. Mhm. Oui, C'est là où il faut vraiment bien comprendre l'amour. L'amour, c'est pas possessif, c'est pas exclusif, hein, au contraire, c'est altruiste. Et dans Nos Solars, je crois qu'il y a un autre endroit où, c'est peut-être pas dans le film, mais dans le livre, où ben, il y a quelqu'un enfin, disons, il y a les esprits qui se sont regroupés, et puis il y avait deux épouses du même mari, et ils vivaient en oui, parfaite harmonie, hein. C'est dans le livre, tout hein, à qu'ils en fait. parlent de ça. C'est Donc, dans le film aussi. Et dans le voilà. film, il précise même, Hein, l'acteur, là, enfin, il précise, André, l'humanité a besoin d'histoires qui finissent bien. ouais. Voilà ce qu'il dit dans le livre, Mhm, mhm. dans le film, pardon. Mm. Ben, c'est ça. Et l'essentiel, c'est la loi d'amour. Parce que la famille, donc la famille qui est très fermée sur elle-même, très possessive, qui fait rien en dehors de la famille et tout, pareil, ça va un peu trop loin, hein. Parce qu'il faut bien voir la famille humaine comme étant une étape, hein, vers la famille universelle, hein. Quand on va dans le monde, dans des mondes d'esprits évolués, ben vous avez les esprits se regroupent par affinité. Déjà, les esprits ben, n'ont pas de genre, hein, il n'y a pas d'homme ou de femme, hein, ils peuvent très bien se réincarner en homme ou en femme. Mais ensuite, l'amour, il s'universalise, même si vous aurez toujours, dans les mondes évolués, des esprits qui auront peut-être un peu plus d'affinité les uns avec les autres. Mais comme ils sont tous bons, il y aura de l'affinité de façon universelle. Donc, c'est pour aller vers cette grande famille humaine. C'est ça le but, l'étape suivante, on dirait. Fabrice? Oui, juste à titre d'information, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La vie humaine et l'esprit mortel. C'est de Ramatis, ça a été psychographié par Ercilio Maestre, et ça traite exactement de ce dont on parle ce matin, à savoir, il y a des chapitres qui concernent les problèmes de la famille, les problèmes des limitations des enfants, mais entre autres, Ramatis, il dit ceci, il dit que comment dirais-je, dans le monde spirituel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits qui, comme tu disais tout à l'heure, qui font la queue pour se réincarner
parce qu'ils souffrent énormément et pour eux, la réincarnation, c'est la seule façon pour eux d'atténuer leur douleur, leur souffrance et de progresser. D'évoluer. Et il va très loin parce qu'il dit que, alors moi c'est comme ça que je l'ai compris, il dit que l'acte sexuel doit être utilisé uniquement pour la procréation. Oui, alors. Et il le dit aussi que les femmes et les hommes qui refusent, entre autres, d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'ils ferment la porte à des réincarnations possibles, et que ces gens-là auront des comptes à rendre plus tard lorsqu'ils retourneront dans le monde spirituel. Ça va très loin. Ouais. Et il parlait également de ce dont tu parlais tout à l'heure, de la surpopulation, ou tout du moins l'augmentation de la population, et notamment de la possibilité d'avoir à manger pour tout le monde. Et il disait que de toute façon, Dieu a fait en sorte que sur la terre, il y ait à manger pour tout le monde. Le souci, c'est que c'est la façon dont l'homme s'approprie ces cultures, enfin cette nourriture, elle n'est pas répartie de façon équitable. Oui, Mais oui, oui. il y a assez à manger pour tout le monde. Et on en revient là à des problèmes purement humains, tout simplement. Mais pour ceux qui veulent lire le livre, il est vraiment très intéressant. C'était la question que j'avais posée avant qu'on passe sur l'autre sujet et qu'on n'a pas répondu. Effectivement, est-ce que la Terre elle a les moyens de nourrir 8 ou 10 milliards de personnes? Mais sinon, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, mais même, tu vois, les personnes qui abusent, par exemple, de la contraception, c'est pas seulement quand ils retournent dans le monde spirituel ou dans d'autres vies qu'ils peuvent avoir des conséquences. Ils peuvent même les avoir tout de suite. Oui, tout à fait. Les esprits à qui ils avaient promis de se réincarner et que finalement ils ne tiennent pas leurs promesses peuvent leur demander des comptes sous la forme de perturbations spirituelles, voire même d'obsessions dès cette vie. Hein, ça peut venir. Enfin, d'après ce que nous disait ce monsieur qui nous avait accueillis là dans le Centre Spirit, il disait il y a beaucoup de cas qui sont liés à ça. Puis d'un coup, bon, bah, hop, on ouvre la porte et puis du coup, la perturbation, elle s'arrête. Hein, parce que c'était l'esprit qui commençait à s'impatienter un peu. Voilà. Et comme tu dis, il y en a beaucoup qui, effectivement, s'impatientent aujourd'hui. Tout à fait, parce que c'est un peu pour eux la dernière chance de se racheter, d'évoluer avant éventuellement d'être envoyés vers des mondes moins évolués, c'est ça. Moins évolués. Donc, quand on leur dit avant l'incarnation, eh bien, je vais t'accepter comme garçon, comme fille, et que pour des raisons X ou Y, il se voit fermer la porte, pour lui, on lui enlève une chance de se réincarner et puis d'évoluer, quoi. Et c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. Alors, ça peut être un peu difficile à entendre de notre point de vue à nous, hein, c'est sûr. Mais comme je vous dis, des fois, il va quand même assez loin. Il est assez incisif. Non, après, bon, comme tu dis, c'est à prendre peut-être avec des pincettes. Mais voilà, ça a le mérite d'être précisé. Et voilà. Il faut se mettre à leur place de ces esprits qui veulent se réincarner. Nous, on a pu se réincarner grâce à nos parents. Hein, donc, oui, si nos parents on ne pourra jamais assez les remercier de nous avoir donné cette occasion d'être là et de pouvoir travailler à notre évolution. Maintenant, effectivement, ceux qui sont entre guillemets parés, retenus, ben c'est pas facile. Hein, ça dépend de l'esprit. Si c'est un bon esprit, bon ben il pardonnera et puis il aura peut-être un besoin un peu moins pressant de se réincarner pour évoluer puisqu'il est déjà évolué. Mais si c'est un esprit qui est moins évolué, ça peut avoir des conséquences. Et ensuite, pour l'autre chose que tu as dit, je pense que Ramatis, il va un peu loin, hein, parce que Ramatis, bon… Il est assez incisif, oui. Voilà, il y a comment dire, il ne fait pas toujours l'unanimité. Hein. Donc, quand il dit que l'acte sexuel doit servir exclusivement pour la reproduction, bon, quand on lit des livres de Chico Xavier, Sexe et Destin, ou des livres de Divaldo, hein, Sexe et Conscience ou autres, et ils ont un point de vue quand même un peu plus un peu différent sur la chose, en disant que c'est un échange d'énergie, de vibration, d'amour quelque part. Tout dépend de la motivation. On revient toujours à cette même question. Tout dépend de la motivation. Si c'est purement matériel et sensuel, évidemment, là… Voilà, c'est ça. C'est là justement que Ramatis insiste, quoi. Il insiste vraiment sur le fait que le but, c'est quand même d'incarner ou de réincarner un maximum d'esprits.
Apparemment, d'après ce qu'il dit, ce serait un peu vraiment le leitmotiv. Voilà, c'est là où il fait pas, c'est un des sujets sur lesquels il fait pas l'unanimité, c'est clair. Tu as même Chico du Divaldo qui contredisent un peu, quoi. Voilà. Maintenant, bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a la liberté, chacun donne son opinion. Il n'y a pas de jugement, pas de condamnation, hein, il y a juste des informations sur qu'est-ce qui est plutôt en harmonie avec la loi de la nature et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Patricia? Oui, juste un petit commentaire. On parle de contraception, mais il y a beaucoup de couples aussi qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui voudraient en avoir. Oui. C'est un autre problème. C'était notre cas, hein. L'enfant qu'on a, il a été adopté parce que autant chez mon épouse que chez moi, il y avait des petites choses qui n'allaient pas ici. C'était jamais vraiment une stérilité, mais bon, c'était difficile, quoi, et puis on n'a pas pu avoir. Donc ça peut être effectivement un choix aussi de notre part, justement lié au fait qu'on a peut-être abusé dans une vie passée. Tu vois, c'est peut-être une forme d'expiation ou de réparation. Mais on a fait le pas, on a adopté un enfant. Donc voilà. Philippe? Oui, Charles. Et que devons-nous penser des couples qui, justement, bon, c'est assez rare, mais ça arrive, qui ont beaucoup d'enfants, mais juste par intérêt, quoi, parce que des fois, ça peut leur apporter des avantages, le fait d'avoir 4, 5, 6 enfants, quoi. Ça, c'était Justement, le cas. Ça, c'était le cas au début, hein, quand je parlais de mes grands-parents. À l'époque, déjà, il n'y avait pas la contraception, ils ne savaient pas. Hein, c'est parce que le contrôle de la natalité vient aussi avec l'intelligence, hein. Au début, l'intelligence, on en abuse, mais après, quand on l'utilise comme il faut, ça va mieux. Et effectivement, pourquoi ils avaient des enfants? C'était parce qu'il fallait travailler dans les champs, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre, etc. Et mon grand-père, il me disait tout le temps, hein, aux heures des moissons, il avait 8-10 ans, ils étaient tous dans les champs pour faire des petits boulots, des petites choses, et puis pas rémunérés, évidemment, c'était de la rémunération. Ils cueillaient les pommes de terre, ils ramenaient les sacs de patates pour tout l'hiver, etc. Ça fonctionnait comme ça à l'époque, hein. Il n'y avait pas le pétrole, il n'y avait pas les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux bonhommes, hein, un avec un tracteur, l'autre avec une remorque avec le silo et l'autre avec une moissonneuse-batteuse. Ils font le travail que faisaient 100, 150, 200 personnes il y a encore un siècle. Donc, c'est là où les choses, elles ont complètement changé. Par contre, ce qu'il faut qu'on se dise, et ça nous ramène à notre question initiale, est-ce que la Terre, elle a des ressources suffisantes pour alimenter 8 milliards de personnes? Le jour où il y aura où ce sera plus difficile d'avoir un bidon de gasoil pour mettre dans les machines, voire même avoir de l'énergie pour pouvoir fabriquer les machines, là, pour le coup, 2 personnes ne suffiront pas pour travailler dans les champs, hein. Il faudra qu'il y ait effectivement beaucoup de personnes qui se retroussent les manches pour aller refaire manuellement ce qu'on peut plus faire, ce qu'on pourra peut-être plus faire de façon mécanique. Ou alors, il faudra que l'intelligence trouve des systèmes pour le faire différemment et de façon beaucoup plus sobre. Donc aujourd'hui, est-ce que la Terre, elle a des ressources suffisantes pour alimenter 8 milliards de personnes? Au train où on consomme aujourd'hui, clairement non, puisque on sait, alors je ne sais plus si c'est en juin ou en juillet, hein, de chaque année, on a consommé tout ce que la Terre produit en une année. Donc on consomme pas loin du double de ce que la Terre peut produire. Et c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que là, on se console, on se satisfait du nécessaire ou est-ce qu'il y a beaucoup de superflu? Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage? Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de produire des armes et de faire exploser des bombes, de tout casser pour tout devoir reconstruire? Vous voyez, c'est là où on voit qu'il y a un potentiel immense encore. Donc, pour utiliser les ressources de la Terre, aujourd'hui, on sait qu'elles sont limitées, qu'elles ne sont pas infinies, hein, comme c'est d'ailleurs toujours l'hypothèse de base dans les modèles économiques d'aujourd'hui basés sur une croissance continue, hein. Donc, est-ce que c'est… mais on voit très bien qu'il y a un potentiel immense, hein. Si on se remet à être sobre comme l'étaient nos grands-parents, je suis sûr que la Terre, elle aurait de quoi produire suffisamment pour 8 milliards, voire même 20 milliards d'humains. Tout est une question
de durabilité, hein, de sobriété, de se satisfaire du nécessaire, de couper tout ce qui est superflu, et sur des bases comme ça, hein, de revenir à des systèmes beaucoup plus proches de la nature, hein, et de développer tout ce qui est renouvelable, hein, d'utiliser l'intelligence au mieux pour aller dans tous ces sens-là. Et avec tout ça, je suis persuadé que la Terre, elle a largement de quoi alimenter le double de la population actuelle. D'accord? Donc ça, c'était pour répondre aussi à cette autre question. Alors, on a Christophe. Oui, je suis désolé parce que ça suscite tellement de questions et de réflexions. Oui. Effectivement, j'espère qu'on aura le temps de faire tout le chapitre, mais c'est super. On a juste encore l'avortement à parler, hein, donc on va se réserver quand même 10 minutes. Hein, il y a aussi surtout le fait, alors je ne sais pas, c'est parce qu'avant, je n'étais pas végétarien. Aujourd'hui, je m'intéresse, donc forcément, je rencontre de plus en plus de végétariens, mais je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, mais on mange très mal aussi, de toute façon. Donc, on sait, alors je ne sais pas si l'information est bonne, parce que je me méfie toujours des informations que je peux recevoir, mais apparemment, la quasi-totalité des cultures qui sont faites, c'est pour nourrir des animaux qui, eux, nous nourrissent. Donc, si à la limite, on ne mange plus d'animaux, c'est-à-dire qu'on devient végétarien, on n'a plus ce problème-là. Oui. Donc, mais forcément, il y a toujours, et comme d'habitude, des centres d'intérêt qui nous dépassent, bien évidemment, qui, eux, n'ont pas du tout envie qu'on devienne végétarien, je suppose. Ben, j'avais discuté avec un hindou il y a une vingtaine d'années. Lui, il me disait clairement, le végétarianisme, ça va devenir une nécessité d'un point de vue écologique. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Il a fondamentalement raison. Si on a besoin d'un certain nombre de calories quotidiennes, alors déjà, on mange beaucoup plus que ce qu'il nous faudrait. Hein, on devrait manger la moitié, comme disait Emmanuel. Et ensuite, si ces calories, on les a par du végétal, ben, l'impact sur la nature est beaucoup plus faible que si on les a provenant de l'animal. Maintenant, le spiritisme ne condamne pas. Hein, c'est toujours une question de liberté. Et on peut citer l'exemple, par exemple, manger du cheval. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont choqués par le fait de manger du cheval. Mais si on revient 150 ans en arrière et qu'on voit que s'il y avait énormément de traction animale, voire même dans les grandes villes comme à Paris, le cheval, quand il vieillissait, qui servait plus pour le trait, qu'est-ce qu'on en faisait? Voilà, c'était vraiment un côté utilitaire de dire plutôt que de le laisser pourrir, on va manger du cheval. Le fait de manger du cheval vient de là. Maintenant, élever des chevaux, les maltraiter et tout pour manger du cheval, on voit c'est déjà plus pareil. Hein. D'un point de vue éthique, ça choque. Maintenant, le fait, voilà, hein, de ce qu'il faisait il y a 150 ans, c'était, on pouvait le comprendre. C'était même à la limite nécessaire, hein, parce que pour amener, ça n'aurait pas permis d'avoir des si grandes concentrations de population comme à Paris s'il n'y avait pas ce genre de ressources pour pouvoir alimenter tous ces gens-là. Hein. Donc, c'est aussi une question qu'il faut voir. Donc, on ne dit pas zéro animal. Hein. Non, c'est pas. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, hein, comme le dit souvent Michel. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Hein. Il faut voilà, utiliser au mieux les ressources qui sont à notre disposition. Parce que, évidemment, on ne mange pas l'esprit du cheval, hein, on mange le corps du cheval. Hein. La chair se nourrit de la chair. Hein, donc, voilà. Maintenant, si on arrive à s'en passer, c'est mieux. Hein. Mais l'Esquimau au Groenland, la salade ne pousse pas bien l'hiver là-bas. Hein. Donc, il est bien obligé de manger du poisson ou du phoque, ou alors de quitter la région, d'habiter ailleurs, ou alors de dépenser de l'énergie pour envoyer des bateaux frigorifiques pour y transporter les salades. Donc, c'est toutes ces considérations qu'il faut prendre en ligne de compte. Valérie? Il y avait Brigitte Bardot, excusez-moi, qui elle défend les animaux, mais pourtant, dans une de ses chansons, elle avait donné la solution, c'était coquillages et crustacés. Voilà. Donc, ça suffit amplement pour manger. Oui, mais c'est pareil, Voilà. c'est bien, c'est si tu veux, la cause végétarienne, même végétalienne ou même végane, c'est bien. Il faut qu'on soit sensibilisé à ces questions-là. Maintenant, jamais condamner, jamais Non, bien aller sûr, jusqu'au boutiste, c'est pas bon.
Mais on a de plus en plus de magasins qui n'existaient pas il y a même encore 20 ans, 30 ans, des Naturalia, des Ouais, La Vie ouais, ouais. Claire, des Biocoop, tout ça, ça n'existait pas. Ouais, et puis Ça prend une ampleur. dans pratiquement la plupart des restaurants, il y a des menus végétariens aussi, hein. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était beaucoup plus difficile. Donc on Valérie? progresse. Oui, Valérie, le micro est coupé. Oui. Oui, Charles, pour revenir à l'enfant, on sait que l'enfant choisit ses parents et qu'il y a en fait acceptation avant l'incarnation entre surtout la mère peut-être et l'enfant. Et du coup, qu'en est-il de l'enfant qui est adopté en fait? Le choix se fait comment? Il choisit ses parents naturels ou est-ce qu'il y a aussi une rencontre avec les parents adoptifs avant l'incarnation? C'est pareil, c'est pareil. Il y a les deux? Et nous, pour avoir fait des démarches d'adoption, je peux vous dire que le conseil de famille qui décide d'attribuer tel gamin à tel couple, eh ben, plus on a vu, on a essayé de comprendre et tout, on s'est rendu compte que ce n'était pas par hasard, quoi. C'est pareil, en fait, Valérie. Hein, c'est l'enfant qui doit être adopté, les esprits feront de sorte qu'il arrivera là où il faut. Donc il choisit aussi ses parents adoptifs? Oui, oui, oui. Enfin, c'est la règle, je dirais, c'est pas universel, hein. Vous avez des esprits qui sont dans le trouble, qui peuvent pas faire le choix. Mais la plupart des esprits qui peuvent faire le choix, oui, ils le font. Et puis les parents disent d'accord, hein. Alors après, ça peut se faire avant la réincarnation des parents. Ça peut aussi se faire pendant, hein, c'est-à-dire pendant le sommeil. Ça peut même se faire peut-être quelques jours avant l'acte d'adoption lui-même, hein. Il y a les esprits des parents qui sont attirés pour dire, ben voilà, est-ce que vous acceptez cet esprit-là? Et puis les parents, le père ou la mère dit oui, et puis ça se fait. D'accord. Voilà. Alors, il faut encore qu'on parle vite fait de l'avortement. Donc, là, il y a la question 358. Moi, je ne l'ai pas mise parce que je l'ai paraphrasée, hein. J'ai mis la mère ou tout autre commettra toujours une erreur en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le corps devait être l'instrument. Donc, autant le spiritisme, dans une certaine mesure, comme on l'a vu, n'a rien contre la contraception, hein. Alors, contraception, quelle qu'elle soit, je dirais non, hein, parce que la pilule du lendemain, elle est abortive, donc c'est plus de la contraception. Le stérilet, c'est un petit peu limite, hein, puisque le stérilet, en fait, la fécondation se fait et ensuite, ça empêche l'anidation. D'accord? Mais le stérilet, il était là-bas avant et donc toutes les parties impliquées dans la question savaient que ce stérilet était là et que l'anidation serait empêchée. D'accord? Donc le stérilet, il y en a qui pensent déjà que c'est peut-être un début d'avortement, mais bon, personnellement, moi je pense que non, puisque voilà, c'est connu de tout le monde, donc de l'enfant, de l'esprit qui doit se réincarner, des parents et tout. Donc, pour moi, ça fait encore partie de la contraception. Par contre, la pilule du lendemain, on peut, par définition, décider de la prendre ou de ne pas la prendre, hein. Donc, là, c'est déjà, tout comme l'avortement, on peut décider ou pas d'avoir recours à l'IVG. D'accord? Donc, c'est une décision qui se prend par le libre arbitre de chacun, une fois que le processus de gestation, le processus d'incarnation de l'esprit a déjà démarré. Alors pourquoi on dit que c'est une erreur, même si c'est quelque chose qui est légal en France depuis les années 70 avec la fameuse loi Veil? Le spiritisme, la philosophie spirite dit que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le processus de réincarnation commence dès la conception, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà un esprit qui est là en train de se réincarner dans le fœtus. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est plusieurs choses, hein. Il a son propre patrimoine génétique, même s'il y a des liens avec le patrimoine génétique des parents, son ADN est différent de celui du père et de la mère. Donc, on ne peut pas considérer le fœtus comme étant une partie du corps de la mère, comme certains argumentent, hein.
Si on a une tumeur, une verrue ou quelque chose, un abcès, on peut faire ce qu'on veut avec, entre guillemets. Mais là, en l'occurrence, le foetus n'appartient pas aux parents, hein. Il y a un esprit qui est là en train de se réincarner. Donc, l'IVG, ça revient à interrompre ce processus et à faire partir l'esprit qui était en train de se réincarner. D'accord? Et ça, quand on le voit sous le point de vue spiritualiste, quand on le voit sous le point de vue de l'esprit, effectivement, on peut comprendre que ce n'est pas une bonne chose, qu'il vaut mieux l'éviter. Parce qu'après, de deux choses l'une, hein. Soit l'esprit qu'on éjecte, c'était un bon esprit, et puis bon, il pardonnera, on aura perdu l'occasion, les parents auront perdu l'occasion d'avoir un bon enfant ou un bon esprit comme enfant. Soit c'était un esprit à qui on avait fait des promesses et tout, et qu'on revient sur la promesse, mais un esprit envers lequel on avait peut-être déjà des choses à réparer du passé, etc. Et donc, si cet esprit-là se rebiffe, il peut causer des problèmes sérieux aux parents. D'accord? Donc, les syndromes post-avortement, dont on parle d'ailleurs très peu, hein, malheureusement, ces remords qu'on peut retrouver parfois chez les parents, ou surtout chez la mère d'ailleurs, parce que c'est elle qui, c'est pas toujours, c'est de loin pas elle qui prend la décision d'avorter à chaque fois, hein, mais c'est elle qui peut-être est la plus exposée. Ça peut poser effectivement des problèmes. Alors des problèmes au niveau spirituel, et parfois aussi des problèmes bien sûr au niveau physique. Donc, l'avortement, selon le spiritisme, c'est légal en France. Donc, il n'est pas question de condamner qui que ce soit qui le fait, conseillé par les médecins, les assistants sociaux, etc. Donc, voilà. Mais le spiritisme dit haut et fort que ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux l'éviter autant que possible. Avoir recours à la contraception, oui, mais une fois que le processus de fécondation il est lancé, ce n'est pas une bonne chose de l'interrompre. Et même dans des cas difficiles du genre viol ou des jeunes femmes en bas âge ou autres, il vaut mieux tout faire pour laisser arriver à terme, le laisser naître et le confier aux services sociaux de l'État pour être à l'adoption ailleurs. Il y a suffisamment de gens qui veulent adopter, en laissant jusqu'à la fin la liberté aux parents ou à la mère de vouloir le garder ou pas. Mais interrompre quitte à là aussi prendre tout en charge par la sécurité sociale, enfin tous les aspects matériels, il vaut mieux éviter l'avortement. Et l'argument qui consiste à dire si l'avortement n'est pas légal, il y aura des avortements clandestins qui vont causer beaucoup de problèmes de santé et de décès, ce n'est pas non plus un bon argument parce que voilà, c'est pas déjà statistiquement, c'est même dans des pays où l'avortement est interdit, hein, comme au Brésil. Il y a une conférence qui va être donnée là au mois de novembre par Décio Yandoli, le docteur de l'association de médecins spirites du Brésil. Il lui montre des statistiques, il dit que c'est pas vrai. En fait, il y a effectivement des problèmes suite aux avortements clandestins, mais par rapport, c'est pas ces grandes quantités, cette hécatombe, comme on dit. Et même quand on compare par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir suite à un avortement pratiqué normalement, on se rend compte que comme il y a beaucoup plus dans nos pays d'avortements qui sont pratiqués par l'IVG, hein, médicalement, statistiquement, il y a plus de problèmes de décès par les avortements légaux que par les avortements clandestins qui ne sont pas si nombreux que ça. Donc voilà, l'avortement ne se justifie pas, sauf dans un seul cas. Je te passe tout de suite la parole, Michel. C'est le dernier point. Dans le cas où la vie de la mère serait en danger par la naissance de l'enfant, y a-t-il crime à sacrifier l'enfant pour sauver la mère? Les esprits répondent, il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas ou qui est en gestation à l'être qui existe. Voilà. Donc, s'il y a un danger réel pour la vie de la mère, ça c'est le cas où,
On ne parle plus d'IVG, on parle d'IMG, hein, d'interruption médicale de grossesse, où l'avortement peut être justifié. Donc, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, je ne vois plus la main de Michel. Oui, mais je voulais parler de la pilule du lendemain. Alors, c'est la pilule abortive. La pilule du lendemain, ben, c'est comme l'avortement. Alors, ce n'est pas pareil. Il y a la pilule abortive, qui est la URI 486, et il y a la pilule du lendemain, qui est un contraceptif. Ah, d'accord. Ouais. Il y a deux choses différentes. La pilule du lendemain, c'est à utiliser après un rapport, pas après une nidation, en fait. D'accord. C'est à utiliser dans les 3 jours après le rapport sexuel pour ne pas, en effet, qu'il y ait de nidation. Par contre, il y a la pilule abortive qui, elle, en effet, va provoquer l'avortement et qui est utilisée un petit peu plus tard. Mais c'est la pilule du lendemain, c'est une méthode de contraception. Du coup, je suis allé vérifier parce que j'avais un petit doute. Je suis allé vérifier dans le Vidal, c'est bien méthode de contraception. Alors, effectivement, donc, on voit très bien que l'une pose plus d'inconvénients que l'autre. Mais tu vois, Michel, moi je dis même pour la pilule du lendemain, d'un point de vue éthique et spirituel, c'est pas si anodin que ça. Le stérilet, lui, il était là avant, tu vois. Oui, donc, je comprends ce que tu alors veux que dire. la pilule du lendemain, le couple décide de le prendre ou pas, tu vois. Donc, oui, bien sûr. d'un point de Mais c'est vue, comme de ce point de vue-là, alors c'est peut-être moins grave parce qu'il n'y a pas encore eu la nidation et tout, mais il y a déjà eu la fécondation. Hein. Pas forcément. L'esprit était déjà lié. Hein. Alors après, il faut voir comment il fonctionne, quoi. Est-ce que ça Oui, revient mais il n'y a pas forcément fécondation. La fécondation elle peut avoir lieu entre 1 et 5 jours après le rapport. Oui, oui, Donc, il n'y a pas forcément fécondation, en fait. Et s'il y a nidation, eh bien, il se peut que cette pilule du lendemain, qui est une méthode de contraception, eh bien, ne fonctionne pas. D'accord. Alors, c'est là où il faudrait qu'on pose la question justement à ces médecins spirites, hein, elle est intéressante, parce que si ça empêche, par exemple, si la pilule du lendemain empêche la fécondation, là, on peut dire, bon, pourquoi pas. Hein. Mais si la pilule du lendemain intervient sur l'ovule qui est déjà fécondé, dans lesquels il y a déjà l'esprit qui se réincarne, qui est lié, là, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, il faut voir comment elle agit. Et là, je ne suis pas suffisamment pointu dans le domaine pour pouvoir le dire. Mais je vais poser la question aux médecins spirites pour voir ce qu'ils nous disent. Voilà. En fait, le mécanisme d'action, elle semble agir principalement en inhibant l'ovulation et la fécondation. Si le rapport sexuel a eu lieu pendant la phase préovulatoire, parce qu'évidemment, ça dépend quand on la prend aussi. Période où le risque de fécondation est le plus élevé. Voilà. D'accord. Mais donc, c'est plus quand même un contraceptif qu'un abortif. Voilà. D'accord. Bon, ben après, si c'est le cas, effectivement, encore une fois, le spiritisme, la contraception, comme on l'a vu, il peut avoir des inconvénients hein, si elle est, entre guillemets, abusive. Hein. Mais il vaut mieux quand même la contraception que l'avortement. L'avortement, ben, une fois que l'esprit est là, c'est trop tard. Hein. Le fait de vouloir expulser un esprit qui est en train qui a commencé sa réincarnation, ça pose beaucoup plus de problèmes. Voilà. Alors, j'avais vu plusieurs mains, mais je vois celle de Christophe, il y avait celle de Vincent, me semble-t-il. Mais vas-y, Christophe. Oui, il y avait Vincent. C'est juste un commentaire. Ouais. Oui. Vas-y, Vincent, je t'en prie. Je crois qu'on est assez catégorique, il faut rester très nuancé. L'incarnation se fait progressivement. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Et il y a quand même la doctrine religieuse qui est quand même assez forte là derrière. Oui. Et il faut faire attention, il faut vraiment être plus nuancé que nous le sommes. Alors, tu as raison, Vincent, mais la doctrine religieuse, elle est aussi contre la contraception, tu vois. Donc, la philosophie spirit, il n'y a pas vraiment de doctrine dans ce sens du mot doctrine, tu vois. C'est-à-dire qu'on explique par des arguments. Hein.
mets-toi à la place de l'esprit qui se fait éjecter, il y en a qui se rebiffent et puis persécutent. Donc nous, on dit voilà, on signale les inconvénients que ça peut avoir. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une bonne chose. Hein. On aura besoin par la suite de poser quand même des questions à des esprits supérieurs pour connaître leur point de vue, ça serait intéressant. Tout à fait. Et là, par contre, on a des communications d'esprits, même récentes, hein, d'esprits qui se sont fait avorter et qui, il y a même des cas d'obsession hein, qui ont été, entre guillemets, on est intervenu hein, pour essayer d'aider la personne. Et puis, c'était l'esprit qui s'est fait avorter, qui obsédait le père ou la mère, hein, clairement. Donc, on a ce genre d'exemple, on les a. Donc, c'est là où c'est venu confirmer ce qu'on peut anticiper par le raisonnement. Des exemples de souffrance, je pense qu'on en aura pléthore, que ce soit dans les incarnés ou dans les désincarnés, parce qu'on est dans un monde de souffrance, c'est clair. Ouais. Mais le point de vue de quelqu'un qui est développé spirituellement, c'est peut-être intéressant. Ouais, en fait, c'est ça. Celui qui est développé spirituellement, il dira c'est la loi d'amour. Hein, l'amour avec un grand A. Hein, c'est ça qui compte, c'est ça qui… On ne sait pas ce que c'est l'amour ici. Hein, voilà, si, oui. On y arrive. Hein, la charité, le bip. Enfin bon, et on le verra dans 15 jours hein, ou 3 semaines, la loi alors attention. La loi de justice, d'amour et de charité. C'est la semaine prochaine qu'on le verra. Donc là, la semaine prochaine, on parlera donc de l'amour vu par la philosophie spirit, hein, cet amour avec un grand A. Parce que le but, c'est ça. Hein, le but, c'est ça. Christophe? Oui, c'est par rapport à… les mœurs changent à chaque époque. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, bref. Là, je voulais intervenir par rapport à l'éducation nationale où j'étais encore l'année dernière, où les adultes qui sont dans l'éducation nationale, qui sont un petit peu réfléchis, on voit bien qu'il y a une perversion au niveau de la jeunesse, notamment auprès des réseaux sociaux, auprès des… je ne citerai pas de nom, mais toutes ces plateformes de diffusion de séries télé où on oblige à regarder les jeunes des programmes qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge, où on incite les jeunes à la sexualité à outrance, sans trop de moralité. Et tout ça aussi pour vous dire que dans certains lycées, on met carrément des distributeurs de préservatifs. Donc, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc, on pousse d'un côté quand même la jeunesse à avoir des… moi, ma propre nièce a avorté 2 fois, elle avait 15 et 16 ans. Donc, alors je ne sais pas si c'est général, s'il y a 200 ans, 300 ans, ça arrivait aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est quand même assez évolué pour faire comprendre quand même aux jeunes que on commence des cours de sexualité apparemment dans des petites classes. Donc là, il y a un travers. Si, Vincent, je vois que tu fronces les sourcils, mais il y a effectivement des cours de sexualité. Donc il y a quand même un gros problème à ce niveau-là, c'est nous, on a notre point de vue spirit, comme d'habitude, hein, bien sûr, mais la quasi-totalité de l'humanité n'a pas de point de vue spirit, et pour elle, elle est de toute façon dans le matérialisme à fond. Excuse-moi de te couper, mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'identifient à ce qu'elles voient dans les médias, sur la télévision, qui veulent absolument être une bimbo, c'est-à-dire être sexuellement attirante. Et c'est un vrai problème. C'est vrai que s'il n'y a pas de recul dans la famille par rapport à ça, s'il n'y a pas une réflexion par rapport au fait d'être un objet sexuel, les filles deviennent des objets sexuels, surtout dans les lycées, ça se voit couramment. C'est en fait, donc, quand on analyse ces questions-là, c'est vrai que la responsabilité, elle est où? Elle est déjà dans les gens qui produisent hein, ce genre de séries, ou je ne sais pas comment tu les appelais, Christophe, donc qui poussent effectivement, qui ne donnent pas le bon exemple, en fait, c'est ça. Hein, l'exemple de légèreté, d'inconséquence, d'irresponsabilité et tout. Donc c'est à la fois ceux qui produisent ce genre de choses, ceux qui les diffusent hein, pour gagner de l'argent, puisque c'est ça, hein, prennent une responsabilité sur ce mauvais exemple qu'ils infusent à la société.
Ensuite, par rapport à l'éducation, c'est vrai que l'éducation aujourd'hui souffre parce que c'est plus de l'instruction que de l'éducation. Hein. Donc, maintenant, qu'il y ait de l'instruction sur les questions sexuelles et tout, moi, je vois ça plutôt comme une bonne chose. Parce que je me souviens que chez nous, c'est vrai que ça, quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas trop, mais on a quand même eu une fois ou deux. Et moi, ça m'avait plutôt fait du bien, attiré mon attention sur là où il fallait que je fasse gaffe et tout, que de m'encourager à rentrer dans cette voie. Donc, il faut l'éducation, oui. Hein, c'est là où il faut éduquer. Il faudrait compléter en fait cette instruction par une éducation pour montrer la responsabilité. Forcément, il faudra rentrer dans le paradigme spiritualiste, hein, comprendre ces questions d'esprit qui se réincarne et tout, d'engagement qu'on prend, de tort qu'on peut commettre à un autre esprit par un avortement. Et c'est à partir de là que effectivement la prise de conscience se fera et que bon, il y en aura toujours qui passeront outre, hein, ça évidemment, ça dépend du niveau d'évolution de chacun. Mais le mieux qu'on a à faire, c'est de travailler à cette éducation. Mais l'éducation, C'est pas très compliqué, Charles. C'est très l'instruction compliqué. pure. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le lycée, ce qui se discute beaucoup, c'est l'histoire du consentement. À quel moment il y a viol, à quel moment il y a consentement. Évidemment, les filles deviennent de plus en plus attirantes parce qu'elles se transforment en bimbo, en objet sexuel. Et les jeunes gens, les jeunes garçons, on va les citer, ont des désirs sexuels aussi. C'est la découverte de la sexualité. Et ça crée des problèmes parce que ça crée des problèmes où commence le consentement, où s'arrête la volonté de la personne. C'est des sujets qui sont discutés, par exemple, par les assistantes sociales et l'infirmière du lycée où je travaille, et c'est des choses qui sont très, très, très pointues. Oui, Hein, c'est même discuté au niveau juridique, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Le consentement, c'est au niveau juridique. Mais bon, là, ça c'est parce que, encore une fois, on est dans un point de vue Non, c'est matériel. pas juridique. Quand tu as une fille et un garçon, ils n'ont pas la loi entre les deux et puis ils décident pas est-ce que j'ai le droit d'aller jusque-là, est-ce que j'ai le droit de la toucher ou pas de la toucher. Il y a des véritables problèmes là, à ce niveau-là. Et c'est là où il faut remonter un peu plus avant, comme on dit, hein, par l'éducation, pour dire que, bon, est-ce qu'il faut tenter son prochain, hein, ne nous laisse pas succomber à la tentation qu'on disait. C'est vrai que je remonte très haut, mais le fait les perroquets qui se font beaux pour attirer le mâle ou les merles qui chantent sur les arbres, bon, voilà, c'est là où il faut réfléchir. Est-ce que c'est vraiment d'opportunité et tout ça, ça vient encore une fois de ces mauvais exemples qui sont donnés par des séries, par les réseaux sociaux et autres. Ouais. Hein, On est dans une société très violente et quand quelque même. part, Il faut ça quand joue même le contre. préciser, Charles. On est dans une société extrêmement violente où l'hypersexualisation des femmes a des conséquences. C'est-à-dire que l'affichage publicitaire, les jeunes femmes ont des tenues souvent dans les lycées, je peux te dire, qui sont... il y aura de ça 30 ans en arrière, on dit c'est des prostituées. On leur a dit carrément c'est des prostituées, quoi. Voilà, et puis on aurait interdit à ce qu'elles rentrent dans le lycée. À l'heure actuelle, on tolère que des jeunes femmes viennent avec des tenues où elles montent le nombril, où elles ont des genres de hauts qui sont très moulants, voilà, on voit leur forme. C'est l'hypersexualisation de la personne et elles deviennent des objets sexuels et pas des personnes. Et là, il y a toute une réflexion à faire. Ça, c'est alors la question que nous on peut dire, est-ce que c'est bon ou pas pour l'esprit? À mon avis, c'est pas bon. Ça attire des mauvaises pensées, ça attire des mauvais fluides, ça porte tort à la personne elle-même, ça peut arriver jusqu'à des actes physiques qui peuvent porter des préjudices, qui peuvent pousser à un avortement, qui entraînent d'autres conséquences vis-à-vis de l'esprit qui voulait se réincarner. Voilà ce qu'il faut enseigner aux gens, Charles, aux jeunes, tu vois. ne jugeons pas. Je Si nous juge pas, jugeons, nous serons jugés à notre tour. c'est pas un jugement, c'est tout Ah, si. simplement pousser à une réflexion, montrer comment sont vraiment les choses d'un point de vue spiritualiste, et pour que la personne puisse réfléchir aux inconvénients que ça pose. Voilà. Hein, attirer de mauvaises pensées, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ben non. Si à partir du moment où on est convaincu que
la pensée a un effet sur nous, sur notre humeur, voire même sur notre santé, ben, crois-moi que les personnes qui sont convaincues de ça réfléchiront et se comporteront avec le temps forcément différemment. Ouais, si on porte Et un jugement, par n'entreront exemple, pas dans ouais. ces travers qui sont suggérés, qui sont encouragés par tous ces médias, etc. Si C'est on vrai porte un qu'on est allé ouais. trop loin, mais Oui, je comprends. Jésus, il a dit, il faut que le scandale arrive. Hein, Si on mais porte un jugement sur les alcooliques, par exemple, ça ne va pas les aider. Si c'est on pas porte un porter un jugement sur ces jugement. jeunes femmes qui sont hyper sexualisées, ça ne va pas les aider. C'est pas une question de porter un jugement sur les alcooliques, c'est une question de leur faire comprendre, de leur poser vraiment la question de qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent avoir avoir des problèmes physiques, des comportements violents quand ils sont en état d'ébriété, etc. ou pas. Là encore, c'est une question, faut les sensibiliser spirituellement et les aider physiquement, les sevrages, les désintoxications, enfin toutes des méthodes. Il faut associer les deux choses, hein, l'éducation, hein, et pas seulement l'instruction, et donc les remèdes physiques qui sont déjà là. C'est pour ça que Beaucoup de bon, ce sont compassion, des beaucoup choses de qui se compassion. banalisent, mais nous on est là, c'est pas, on juge pas. Hein, je me suis bien mis pour la question de l'avortement dans une position de ne pas juger les femmes qui ont avorté. Parce que quand tu as 100 femmes devant toi, dans une salle de conférence, il y en a 40 qui ont au moins fait déjà un avortement dans cette vie. Donc, tu vois, le fait de venir, de dire un peu à la brésilienne, hein, parce que c'est ce qu'on voit quand quand Divaldo était là l'autre jour, lui, l'avortement, pour lui, il dit c'est un crime. Alors, il a raison, mais tu ne peux pas le dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est la femme, les gens ne savent pas. Il faut les éduquer, il faut les amener doucement. Donc, ce n'est pas une question de jugement, mais il faut quand même apporter les arguments. On ne peut pas se taire devant ce Oui, je genre de comprends. choses, tu vois. Mais il faut avoir beaucoup de compassion pour ces personnes-là parce que souvent, derrière ces comportements, il y a des fragilités psychologiques. Et Exactement. si on arrive là avec nos gros sabots en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça ne va pas bien se passer. Hein. Ouais, mais Je peux c'est te pour dire, ça dans que les écoles, si tu arrives comme ça, tu as tout faux. Hein. c'est vrai que bon, en disant que l'avortement c'est pas une bonne chose, voilà, comment est-ce que je peux le dire, comment est-ce que je peux mettre encore plus de sucre, tu vois? Mais il faut le dire, non, c'est pas quelque chose qui va faire du bien, pas du tout, tu vois? Il faut le dire. Hein, c'est blanc, c'est oui, oui, non, non, comme on dit, hein, tu vois, c'est voilà. Alors là, de dire que c'est un crime, là, effectivement, ça va trop loin. On ne peut pas le dire comme ça. Mais même si c'est vrai, d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit au fond du fond, voilà, l'incarnation n'est pas complète, il y a des circonstances atténuantes, c'est fait sans connaissance de cause, mais que ça aura des inconvénients, oui, ça en aura. Bien Hein. sûr. Donc, et ça, il faut le dire aux gens, il ne faut pas Mais le ils cacher en en sont disant non, non, c'est conscients, anodin, Charles. allez-y, vous en faites pas. Ils en sont Non. conscients. L'alcoolique qui s'alcoolise est conscient du problème. Mais alors, souvent, ils ne veulent pas entendre. Le problème, c'est l'autre, c'est pas soi. Ouais. Et entrer en relation avec des gens qui sont en difficulté, en fragilité psychologique, c'est vraiment tout un art. Hein. Moi, je n'ai cessé de répéter à mon père qu'il était alcoolique et qu'il finirait par mourir, mais il est quand même mort. Ça l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé. Je n'ai pas réussi à me mettre à sa portée et à ne pas le juger, à ne pas le stigmatiser comme étant alcoolique. Et garde Et ta je n'ai pas liberté. réussi à l'aider, il est mort. Et il est mort comme ça, d'alcoolisme. Bah, tu peux peut-être l'aider maintenant. Enfin bon, voilà. Il est jamais C'est un trop peu tard, tard. comme Hein. on dit. Hein. Non, non, non. Ben, il est tard pour cette vie, mais pour les prochaines. Parce que après, si tu veux, ben, on a vu André Louis, hein. C'était pas un mauvais bougre, hein, mais il s'est quand même retrouvé quelques années dans une situation un peu compliquée, hein, dans nos solars, hein, toujours. Et ben voilà. Donc là, ça montre que bon, on ne peut pas nier le fait, il ne faut pas rester dans l'omission par rapport aux conséquences que peuvent avoir un certain nombre d'actions, tout en laissant bien sûr chacun libre de le faire ou de ne pas le faire, de ne jamais juger, ça je suis d'accord, mais de l'omission en disant, si tu veux, c'est le fait de dire que quelque chose peut apporter des conséquences, c'est pas juger, tu vois. Oui, je La comprends. personne peut le faire ou pas. Et Je je ne comprends. suis pas là pour condamner la personne qui l'a fait. Je suis juste là pour essayer de lui dire, attention, d'essayer de l'amener à réfléchir. Je crois fondamentalement que ces gens-là savent. Mon père, par exemple, était artiste. Il a au moins 5, voire
une dizaine de collègues artistes qui sont morts d'alcoolisme, il les a vus mourir, il a vu par où ils sont passés, il est passé par le même chemin. Je crois qu'il y a autre chose qui est en jeu. C'était son choix, sa liberté. Donc, effectivement, même en prévenant, tu ne peux pas toujours le dire. Par contre, moi, je suis content que mes parents ils m'aient prévenu quand j'étais jeune par rapport à un certain nombre de problèmes, tu vois. Au niveau de la sexualité, de l'enfance, au niveau du tabac, au niveau de l'alcool, ils m'ont prévenu et je t'assure que ça m'a énormément aidé à ne pas rentrer dans ces Tu ne choses-là. peux pas vivre à travers les autres. Tu dois faire tes expériences. Ben, c'est vrai qu'il y a un moment, je fumais 2-3 cigarettes, mais ça a peut-être duré quoi, 1 an, 2 ans, puis après, ben, j'ai arrêté. Hein. Mais c'était le conseil, effectivement, il y a un moment où tu veux l'expérimenter, effectivement, hein, mais le conseil que m'ont donné mes parents était suffisant pour, et je les remercie encore aujourd'hui pour ça, hein, de m'avoir évité plein de travers. Voilà. Donc, tu vois, chacun est libre, chacun fera de toute façon ce qu'il veut. Le fait de lui donner connaissance de cause, ben, quelque part, ça le responsabilise un peu plus. Hein. Donc ça, en soi, ça peut éventuellement être discuté. Mais l'omission, ça te responsabilise toi. Tu aurais pu lui dire et tu ne lui as pas dit. Tu vois. Et donc, le mieux, c'est toujours quand même d'informer, d'expliquer, d'argumenter, de montrer les inconvénients que ça peut avoir, sans juger, sans chercher à imposer. Tu vois. Parce que sinon, tu ne dis plus rien, à la limite, il n'y a plus d'éducation, chacun se débrouille comme il veut, apprend par lui-même. Non, ce n'est pas la solution non plus. Il faut garder le contact, c'est très important. Garder la relation, parce qu'on peut se couper de la personne en ayant un comportement qui veut faire le bien. On peut se couper de la personne. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller avec des pincettes. Hein. Mais garder le contact, ça ne veut pas dire, tu vois, s'omettre complètement par rapport aux choses. Il faut quand même trouver un moyen de le dire, même si c'est avec beaucoup de sucre. Hein. Voilà. Alors, il est 9h30, je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, vous regarderez le texte, hein, il y a pas mal d'autres informations et références. Hein. Si vous n'avez pas le fascicule, dites-le moi, hein, notamment Stéphane. Je vous l'enverrai par mail, hein, puisque vous nous avez écrit à la fédération. Comme ça, vous aurez le fascicule vous-même et puis vous pourrez approfondir les questions. Et surtout, si vous avez d'autres questions qui subsistent malgré tout, ben, n'hésitez pas à nous les poser par mail, soit aussi ben, dans la conversation du groupe Skype, hein, dont on a aussi… Alors, attendez, je vais vérifier. On doit avoir… Ouais, voilà, vous avez toutes les références ici dans le programme. Alors, il n'y a pas le groupe Skype, je ne l'ai pas remis. On a toujours un groupe Skype en fait qui fonctionne, donc je pourrais aussi vous envoyer le lien pour entrer dans le groupe, parce que c'est quand même plus pratique pour poser des questions. Et puis donc, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Ben, merci. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'était très intéressant. C'est un sujet qui est effectivement brûlant d'actualité. Donc, merci à tous. J'aime bien les cours quand ils sont comme ça, vivants, que ce n'est pas juste le monologue. Hein. On va remercier aussi les bons esprits de nous avoir apporté tous ces éléments de réflexion, hein, en leur demandant aussi qu'ils nous aident à les mettre en pratique ben, dans notre intérêt personnel et aussi dans l'intérêt collectif. Je vous souhaite un excellent dimanche, hein, et puis je vous dis ben, à la semaine